3 mois. C'est le temps pendant lequel le tournage de Mission Impossible Fallout a été arrêté après que Tom Cruise se soit explosé la cheville en tournant cette scène. Le pire, c'est qu'il a continué à jouer son rôle jusqu'à la fin parce qu'il savait que la prise était bonne. Vous l'avez sûrement compris avec cette intro, et puis avec le titre de la vidéo, logiquement. Aujourd'hui, on va parler de ces gens qui tombent de buildings, sautent des voitures, se font traîner par des chevaux, tout ça pour que nous, à la fin, on puisse dire « ouais, pas mal ». Les cascades au cinéma, c'est un art à part entière. C'est clairement ce qui différencie un film qui explose de l'intérieur d'un film qui explose de l'intérieur, mais avec panache. Et c'est dingue parce qu'aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas assez d'admiration pour ces scènes. Et même ce métier en général. Un peu comme si on s'était trop habitué, que c'était devenu normal. Ou peut-être même qu'on pense que tout est fait avec de la CGI. Ce qui est vrai, hein, parfois. Non, parce que soyez honnête, hein, c'est quand la dernière fois que vous avez vu un crash de voiture dans un film et que vous vous êtes dit « Wow, le truc de fou !» Et je sais pas trop comment on pourrait expliquer ça, hein. Mais la dernière fois, j'étais en train de regarder Mission Impossible Dead Reckoning pour préparer la sortie du nouveau. Et dans le film, il y a cette scène. Alors en vrai, ils auraient certainement pu tourner ça sur fond vert ou utiliser un modèle 3D ou peu importe ce qu'ils font au cinéma à Hollywood, mais quand tu sais que Tom Cruise l'a vraiment fait, ça te fait réfléchir. Parce que derrière toute bonne scène d'action qui se respecte, il y a des cascadeurs. Et quand on y pense, finalement, c'est des gens qui risquent littéralement leur vie juste pour nous divertir. Pour l'art, monsieur. Alors on attache sa ceinture, on ajuste son airbag et on est parti pour les cascades les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Et surtout, on essaie de comprendre comment elles ont été tournées sans que personne ne finisse en puzzle humain. Des fois, ça passe vraiment pas loin, vous allez voir. Les cascades que vous allez voir ont été réalisées par des professionnels. Il est fortement recommandé de vous mettre à l'abri pour éviter tout dommage collatéral. Pour ce faire, la chaîne de Malpi a la solution. L'activation d'un pouce en l'air déclenchera une relaxation immédiate de votre organisme. De plus, un abonnement à cette chaîne libérera une forte dose de dopamine, provoquant ainsi votre bonheur et le mien par la même occasion. C'est bon? Vous êtes abonnés? Allez, on repart sur notre sujet. Bon, logiquement, si vous n'avez pas vécu dans une grotte ces 20 dernières années, vous connaissez la saga Fast and Furious au moins de nom. Et en vrai, ça reste un gros plaisir coupable. Ça fait ressortir mon côté le plus bof, et j'adore ça. Plus sérieusement, c'est vrai que certaines personnes de mauvaise foi pourraient dire que Fast and Furious aujourd'hui, c'est un petit peu too much. Et personne n'a jamais prouvé que c'était impossible de sauter d'un immeuble à l'autre avec une voiture. Alors laissez-moi avec mes croyances, bande de rageux. Mais il faudrait pas oublier que la saga a commencé assez modestement en vrai. À la base, le film raconte juste une bromance entre un flic sous couverture et Vin Diesel au regard si intense qu'il pourrait faire fondre un radar de police. Et si aujourd'hui on parle de méga blockbuster avec une blinde de CGI et un budget qui est plus élevé que le PIB d'un petit pays, à l'époque, Fast and Furious 1, c'était un film d'action plutôt intimiste avec des voitures tuning et un budget de 38 millions. C'est-à-dire que concrètement, le film en entier a coûté environ 15 minutes de Fast 10. Mais bon, là je m'égare. Et non pas je me gare. Fast and Furious voiture. Ça va, arrêtez, elle était pas si mal. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les cascades. Et justement, je vous ai fait tout ce speech parce que au lieu de vous parler des méga acrobaties qu'on peut retrouver dans les derniers volets, j'avais plutôt envie de retourner aux origines. Parce que quand t'as pas de budget, eh ben t'as des idées. Et Fast 1, il en avait des très bonnes. Fast and Furious, c'est des voitures qui se crashent, des gens qui sautent entre des voitures, ou qui sautent d'un train sur une voiture, ou même une voiture qui saute d'un train. Mais moi, je veux vous parler d'une cascade à l'apparence beaucoup plus simple. Presque quelque chose qu'on remarquerait même pas aujourd'hui tellement on l'a vu 1 milliard de fois dans tous les films d'action. Alors j'ai hésité à vous parler de celle où Dom Toretto se faufile sous un camion lancé à pleine balle sur l'autoroute, mais j'ai préféré vous parler de celle-ci. Paraît assez simple, c'est juste un flip avec une Dodge Challenger après tout. Mais est-ce que vous savez comment ils ont fait? À Hollywood, la plupart des films utilisent un piston hydraulique quand ils veulent retourner une voiture en marche. C'est une sorte de barre en métal propulsée par de l'air comprimé grâce à un mécanisme au milieu de l'habitacle qui va venir frapper le sol
pour retourner tout le bordel. Et évidemment, après, ils effacent juste le piston en post-prod. Mais pour cette scène, l'équipe de Fast and Furious a fait différemment. Je sais pas exactement pourquoi. Le film sort en 2001, alors est-ce que c'est parce que les CGI sont pas assez développés pour effacer un vérin hydraulique? J'en doute très fortement. Ou alors c'est juste parce qu'ils avaient pas le budget pour installer une machine à air comprimé en plein milieu de la voiture. En tout cas, eux ils se sont pas cassés la tête longtemps, ils ont juste choisi la simplicité en installant une rampe derrière le camion, juste là. Et t'as vu, même quand je te la montre, tu la vois pas très bien. Parce que pour qu'elle soit moins visible à l'écran, en fait ils ont juste choisi de mettre les bons angles de caméra, et puis ils ont réduit la rampe au maximum pour qu'elle soit le plus petite possible. Ça paraît tout con, mais des fois la simplicité, ça marche pas si mal. Et vous savez qui n'a pas choisi la simplicité ? Christopher Nolan, c'est un peu le cinéphile ultime. Alors certains diront que son film est juste un peu bobo, faussement intellectuel. D'autres diront que c'est un grand génie du cinéma. Ce qui est sûr, c'est que le mec nous a quand même proposé des films incroyables. Et parmi eux, sa fameuse trilogie Batman. Mais Nolan, c'est le genre de réalisateur qui aime filmer le vrai. Il sait exactement où il va, il sait exactement ce qu'il va faire. Rien n'est ajouté, rien n'est enlevé de ses scripts. Donc s'il peut le faire, il va le faire et il va le tourner au lieu de rajouter des effets spéciaux en post-prod. Alors quand arrive le tournage de The Dark Knight, le deuxième film de sa trilogie Batman, et qu'il a l'idée de cette scène, il tourne cette scène et c'est tout. Dans son film, il voulait absolument qu'un semi-remorque se retourne à la verticale. Pas une maquette, pas une animation, un vrai de 18 tonnes. Et malgré toute son équipe et son chef des effets spéciaux qui le suppliaient tous les jours de le faire avec une version miniature ou au moins réduite, Nolan a catégoriquement refusé parce que sinon ça aurait fait moins réaliste. Sauf que vous vous en doutez, tout ça c'est pas si simple à mettre en place. Déjà la scène se passe pas sur un parking abandonné, mais au milieu d'une route en plein centre du banking district. Ce qu'il faut savoir c'est que les studios demandent des autorisations aux villes pour tourner dans ces endroits. Imaginez une seule seconde que quelque chose se passe mal et qui dégomme un bâtiment. Le film a déjà coûté assez cher sans avoir besoin de reconstruire un full building parce que Mr. Nolan voulait vraiment que son camion se retourne à la verticale. Et au-delà de ça, c'est une production hollywoodienne. Chaque plan est millimétré. En général, ils tournent la scène 1 milliard de fois pour être sûr d'avoir la bonne prise. Mais là, ils ont un camion et ils ont une rue. C'est vraiment des conditions un petit peu risquées, et une grosse perte d'argent si ça foire. Mais ils l'ont fait. En vrai, de vrai, dans la vraie vie véritable de nous, là. Ils ont retourné un camion de 18 tonnes dans la longueur et tout s'est passé exactement comme prévu au millimètre près. Mais vous savez comment ils ont fait? Vous vous rappelez des pistons dont je vous ai parlé juste avant? Ils ont construit le plus gros piston jamais fait à l'arrière d'un camion qu'ils ont propulsé avec une bonne grosse dose de TNT. Et ils ont placé des caméras un petit peu partout, sous 7 angles différents, pour être sûr d'avoir la prise parfaite. Et finalement, les seuls effets spéciaux qui ont été utilisés pour cette scène ont uniquement servi à effacer le piston. Rien de plus. Mais le plus fou, c'est que ce camion-là, il n'est pas télécommandé. Il y a quelqu'un dedans qui conduit et qui déclenche le piston sans jamais freiner. Pour l'anecdote, il paraît même que le cascadeur qui conduisait le camion au moment où il s'est retourné comme un pancake serait sorti comme si de rien n'était. Imagine un petit peu la sensation de faire un backflip comme ça dans un camion, le shot d'adrénaline que tu dois te prendre. D'ailleurs, vous savez à Hollywood qui d'autre est accro à l'adrénaline? Évidemment qu'il fallait qu'on parle de Tom Cruise. Et en même temps, quand on parle de cascades incroyables à Hollywood, c'est tout de suite son nom qui nous vient en tête. C'est peut-être l'acteur le plus célèbre à vouloir absolument mourir pour de vrai à l'écran. C'est un des seuls à Hollywood qui tient à réaliser ses cascades lui-même. Et on parle pas de faire un flip ou de sauter d'un trottoir, là, on parle de cascades très dangereuse. Et il y en a tellement que j'ai pas envie de vous parler que d'une seule cascade. Alors c'est parti pour la vidéo dans la vidéo avec 2 des cascades les plus incroyables de Tom Cruise. Et évidemment, la saga qu'il a fait émerger en tant que stuntman, c'est Mission Impossible. Une série de films commencée en 1996 où Tom Cruise joue Ethan Hunt, un agent de terrain faisant partie de l'IMF pour Mission Impossible Force, qui en gros est une agence gouvernementale secrète. Et pour remplir sa mission, en tout cas s'il l'accepte, Ethan va devoir faire toutes sortes d'acrobaties dangereuses et prendre plein de risques que Tom a décidé de prendre aussi au lieu de laisser les CGI s'en charger. Et l'une de ses cascades les plus iconiques, c'est celle-ci.
Dans Mission Impossible Rogue Nation, Ethan Hunt arrive à s'accrocher in extremis à la porte d'un avion en décollage dans lequel il essaye de s'infiltrer. Et si les 3/4 des films hollywoodiens auraient plutôt choisi de tourner ça en studio avec une maquette et un gros ventilateur qui souffle dans la gueule de l'acteur pour simuler la vitesse, et bah Tom Cruise lui il a voulu faire ça en vrai. Donc il s'est vraiment accroché à l'extérieur d'un avion pendant son décollage et son atterrissage aussi du coup. Et comme ça il est allé à plus de 300 km/h accroché à la carlingue d'un avion qui est monté à 1500 mètres d'altitude. Bon c'est bien barré hein, mais ils font pas non plus ça à l'arrache, ça reste un film hollywoodien. Tom est accroché par des sangles pour être sûr qu'il va pas s'envoler quand l'avion accélère. Pff, petite bite. Et encore une fois, comme pour le camion dans The Dark Knight, les seuls effets spéciaux qui sont utilisés dans cette scène ont servi à effacer le harnais qui retient Tom Cruise. Mais sinon, tout le reste est totalement vrai. Alors on est habitué à ce que Tom Cruise fasse des trucs dingues, et on aurait peut-être tendance à se dire oui bah ça va, il était juste accroché à l'extérieur d'un avion. Mais cette cascade est beaucoup plus dangereuse qu'elle n'y paraît. Imaginez un petit peu qu'ils se prennent un oiseau à 300 km/h, ou juste un insecte dans l'œil. D'ailleurs, pour assurer un minimum la sécurité de leur acteur phare, vu qu'il porte pas de casque ni de lunettes dans cette scène, ils lui ont mis des sortes de lentilles spéciales pour lui protéger les yeux. Pour la petite anecdote, contrairement à The Dark Knight où la scène a été one shot, et ben là, Tom Cruise, en bon perfectionniste, l'a refaite 8 fois. Et je suis en train de me dire que la moitié du budget doit en fait partir dans son assurance. Et c'est pas la seule fois où il a pris des très gros risques juste pour une scène. Je pourrais vous parler de toute la saga Mission Impossible, mais je garde ça pour une vidéo à part entière. Oui bah je suis youtubeur maintenant. Merde. Pour la deuxième cascade la plus impressionnante de Tom Cruise que je vous ai sélectionnée aujourd'hui, on repart en 1986 quand sa carrière explose grâce à un petit film du nom de Top Gun. Alors quand le projet d'une suite arrive sur la table, bah Tom lui il veut y aller à fond, c'est quand même le film qui a lancé sa carrière, il veut du réalisme. Solution, on va tourner dans des vrais avions de chasse. Et franchement, ça peut paraître, mais c'est pas gadget. Ça fait la différence quand on voit le film. On sent la force G qui les écrase quand ils virent serrés, on voit les visages s'aplatir sur leur propre poids. Non, c'est clair que ça fait son petit effet. Mais c'est pas tout, il s'agissait pas juste de monter dans un avion et de faire semblant. Sur ce film, Tom pousse les curseurs au maximum. Il commence dès 2018 un entraînement intensif pour être capable de piloter lui-même certains des avions qu'on voit dans le film. Bon, pas non plus les plus rapides, hein. Par exemple pour les scènes qui sont tournées dans les FA-18 Super Hornet, un chasseur mythique de l'US Navy qui va à Mach 1.8 et coûte environ 67 millions de dollars. Tous les acteurs sont bien dans les cockpits, mais ils pilotent pas pour des raisons évidentes de risque, de prix, et puis parce qu'aucun d'entre eux est pilote de chasse. Même pas Tom Cruise. Puis de toute façon, c'est déjà assez fou comme ça ce qu'ils ont fait, hein. Et d'ailleurs, vous vous demandez sûrement comment ils ont filmé. Tous les acteurs ont dû prendre des cours de mise en scène pour gérer eux-mêmes les caméras installées dans leur cockpit, tout en jouant la comédie, tout en se prenant des jets en pleine gueule. Franchement, ce qu'ils ont fait, c'est un gros tour de force. Et c'est peut-être un petit peu pour ça que le film a été un énorme succès aussi. Tout le cast a donné de sa personne. Et en même temps, c'était un film vraiment important et ça a dû être une expérience tellement géniale et unique pour eux. Le genre de choses que tu fais qu'une seule fois dans ta vie. Enfin, sauf s'ils font un Top Gun 3. Bah d'ailleurs, maintenant qu'on en parle, je crois que c'est en projet. Bref, ce qui est sûr, c'est que Tom Cruise est un grand perfectionniste qui prend beaucoup de risques pour l'amour du cinéma. Et sûrement parce qu'il est un peu accro à l'adrénaline aussi. Mais si je vous disais que le boss des cascades délirantes, c'était même pas lui. Pour ça, il faut remonter dans les années 1920, il y a plus de 100 ans. Et à cette époque-là, bah, pas d'ordinateur, pas de CGI et pas d'instinct de survie. Donc si tu veux tourner une scène délirante, il faut que tu tournes une scène délirante. Et pas besoin de le préciser, hein, mais les normes de sécurité à l'époque, c'est pas foufou. C'est dans ce contexte qu'on retrouve un certain Buster Keaton. Vous avez probablement déjà entendu son nom, hein. Le mec est une méga star du cinéma muet et en plus il est très connu pour ses cascades totalement folles. Encore une fois, mettez-vous bien dans le contexte, on est en 1920. Ils ont pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Les mecs avaient une créativité de fou furieux et surtout, ils étaient clairement prêts à risquer leur vie pour un film. Et franchement, je pourrais vous en montrer des dizaines des cascades incroyables du cinéma muet. Mais déjà, je veux pas que la vidéo dure 1 heure, et puis en plus, il faut bien que j'en garde un petit peu sous le pied pour un potentiel épisode 2. Pour en revenir à Buster Keaton, parmi toutes ces cascades incroyables, il y en a une qui a marqué l'histoire du cinéma et qui est devenue cultissime. D'ailleurs, vous l'avez certainement déjà vue, mais est-ce que vous savez comment cette scène tirée du film Steamboat Bill Jr. sorti en 1928 a été tournée ?
Bon, en vrai, ils auraient pu filmer lui, et puis filmer dans une autre scène le mur qui tombe, et puis après appliquer un masque pour qu'on ait l'impression que ça a été tout filmé en même temps. Ah non, merde, c'est vrai, on est en 1920, il n'y a pas d'ordi, il n'y a pas de numérique, et je suis pas sûr qu'on puisse faire quelque chose comme ça sur une pellicule. Bon bah vous savez quoi, on a juste à faire tomber le mur sur lui et à croiser les doigts pour qu'il finisse pas aplati sur le sol. Ils ont construit une vraie façade de maison en bois massif de 2 tonnes. Ils ont coupé juste une fenêtre en plein milieu qui faisait exactement la taille de Buster Keaton et ils ont attaché le tout au sol avec des charnières pour être sûr que ça reste à peu près droit. Puis pour tenir la façade et éviter qu'elle tombe avant le moment parfait, ils ont juste attaché ça avec 3 cordes qui allaient sur le toit où il y a 3 membres de l'équipe qui restaient allongés en attendant le top pour couper ces cordes. Ils ont aussi ajouté une autre corde assez fine pour pas trop être détectable à la caméra qui était censée les aider à tirer l'avant de la maison pour qu'ils tombent encore plus vite. Et puis bah voilà. En fait, ils ont juste fait tomber le tout en priant très très fort pour que la star du film meure pas écrasée. La sécurité dans les années 20. Ah... La sélection naturelle existait vraiment à cette époque. Pour vous donner une petite idée du risque que le gars a pris par passion du cinéma, il y a exactement 5 cm qui séparent le bord de la fenêtre d'une façade de 2 tonnes de la tête de Buster Keaton. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme l'une des cascades les plus dangereuses de l'histoire du cinéma. Imaginez un petit peu la précision qu'il a fallu avoir. Buster Keaton devait se tenir à un seul endroit bien précis pour être sûr que ça marche. Un pas en avant et il se transformait en crêpe humaine. Un pas en arrière et boum, Buster Keaton devient une planche de surf ride dans sa meilleure vague, direction le paradis. Et tout est dans le détail. Si je fais un arrêt sur image, là, est-ce que vous voyez une seule marque au sol pour lui dire où se positionner? Bah non, tu comprends, ça aurait cassé l'immersion de la scène. Alors on va juste jouer sur son instinct de survie de mec des années 20. Et évidemment, il a fallu faire tout ça en une seule fois. Oui, parce qu'il n'y aurait pas pu y avoir de seconde prise s'il avait loupé la première. Mais vous vous rendez compte de la puissance de cette scène? N'importe quel film aujourd'hui, même avec nos moyens, l'aurait fait en 2 ou 3 plans minimum. Mais là, non, on reste sur le même plan, le même rush, simple, pur, efficace et sans aucune triche possible. Surtout que tout le comique dans cette scène vient du fait que le personnage a une maison qui lui tombe dessus sans qu'il ait aucune réaction. Ça veut dire que là, Buster doit survivre, mais en plus de ça, il faut qu'il reste concentré au maximum pour n'avoir aucune réaction au moment précis où la façade de 2 tonnes d'une maison lui tombe sur la gueule. J'imagine même pas la pression que le gars doit avoir à ce moment-là et la concentration qu'il lui faut pour tenir son rôle, quand on sait qu'à 2 cm près, le grand Buster Keaton se serait transformé en dessous de plat. Mais tout a fonctionné comme prévu et on a eu droit à l'une des cascades à la fois les plus simples et les plus impressionnantes de l'histoire du cinéma. Et je me retiens vraiment de vous parler de toutes les autres cascades incroyables qu'on retrouve dans le cinéma muet, mais j'ai vraiment envie d'y consacrer un épisode en entier. C'est vrai qu'aujourd'hui, on reconnaît beaucoup Tom Cruise pour être un peu ce porte-étendard des cascadeurs-acteurs, mais on a aussi des gars comme Jackie Chan qui, en plus d'être un grand cascadeur, est aussi un grand acrobate. Et même en France, je vous rappelle qu'on a eu un Jean-Paul Belmondo qui mérite vraiment qu'on en parle. Vous l'avez compris, il y a assez de matière pour faire un épisode 2, 3, 4 et même encore plus. Mais ça, c'est que si t'as aimé cette vidéo. Alors n'hésite pas à me le faire savoir en me lâchant ton plus beau pouce en l'air, en t'abonnant à la chaîne, en activant la cloche, comme ça t'es au courant de toutes les prochaines sorties. En général, ça sera le vendredi, donc je compte sur toi semaine prochaine, même jour, même heure. D'ailleurs, j'en profite, mais faites-moi des propositions de cascades qui vous ont marqué dans les commentaires, comme ça je peux les intégrer à l'épisode 2, et puis ça vous fait un peu participer à la création de vidéos, je trouve ça cool. Ouais, voilà, je trouvais ça important de rappeler que les cascades, c'est pas juste du spectaculaire, c'est aussi une preuve d'amour pour le public, un mélange d'adrénaline, d'obsession pour le détail, et aussi un peu de folie pure. Aujourd'hui, avec les effets spéciaux, beaucoup de choses sont truquées, mais il y a toujours 2 ou 3 irréductibles qui préfèrent sauter d'un immeuble pour de vrai. Et pour eux, le cinéma, c'est pas juste une illusion, c'est aussi un sport de contact pour lequel ils seraient prêts à risquer leur vie. Alors la prochaine fois que vous voyez une voiture exploser dans un film, demandez-vous s'il n'y a pas un fou furieux derrière le volant. Nous, on se retrouve vendredi prochain à 17 h pour fêter le week-end tous ensemble avec une nouvelle vidéo. C'était Malpi, ciao!